Il est double médaillé d'or aux Jeux Olympiques, il est l'ancien champion WBC et WBO, il a un jeu innovant, des déplacements hors du commun et il est encore aussi divertissant que performant sur un ring à l'âge de 36 ans, j'ai nommé Vasyl Lomachenko. Ce week-end, il affronte Georges Kambosos Jr. et lui challenge sa ceinture IBO avec en prime la ceinture IBF vacante en jeu chez les légers. Bienvenue dans ce tout premier épisode, cet épisode pilote de l'avant-match où on va peut-être appeler ça la noble analyse, on ne sait pas encore, donc entre parenthèses, nous sommes ouverts à des propositions de noms sur ce format, mettez-les en commentaire avec Dylan et Kabir, deux nouveaux visages sur Fight Minds. Bienvenue à tous les deux. Dylan, Enchanté la commu. Dylan, est-ce que tu peux commencer par me dire ce qui t'intrigue le plus dans ce combat? Alors, je pense, alors personnellement, j'aime beaucoup Lomachenko comme je pense énormément d'amoureux de boxe. Ce qui m'intrigue le plus, là comme ça, c'est surtout le niveau de forme de Lomachenko et parce que pour moi, c'est ça qui sera le plus déterminant dans le combat. C'est pas tellement, est-ce que Kambosos est au niveau de Lomachenko? Parce que je pense qu'on sait à peu près tous non, si on est purement transparent et honnête. Kambosos a pas le niveau technique, a pas ce qu'il faut. C'est plus Loma contre lui-même en fait. Est-ce que à 36 ans, après avoir il a pas tellement de combats en pro, ça peut surprendre des gens quand on regarde son palmarès, mais en fait il a une carrière amateur extensive au possible. Il a 397 combats amateurs pour 396 victoires. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Le mec est double médaillé d'or, double champion du monde, double médaillé d'or olympique, double champion du monde. Enfin, c'est peut-être le meilleur boxeur amateur de tous les temps. La question se pose. Mais là, il a 36 ans, il a échoué. C'était son rêve en fait de devenir undisputed chez les légers. C'était sa 3e catégorie de poids à l'époque et c'était vraiment son rêve. Et il a fait un truc qui se fait plus trop malheureusement, mais il a collecté les ceintures une par une en battant chaque champion. Et il est arrivé contre Teofimo et là il se pète un peu la gueule, mais il fait. En fait, il a un défaut, Loma. Il a un vrai défaut, c'est ce qu'on appelle un diesel communément. Il commence tard les combats. Et contre Théo, qui est un excellent boxeur au demeurant, contre Teofimo, il a laissé échapper 7 rounds en fait, ni plus ni moins. Donc il accélère sur les 5 derniers, mais du coup il perd 7 rounds en faisant rien. Donc en fait il laisse, il peut pas, s'il finit par un KO, il perd le combat. Et du coup il échoue à 2 doigts de son rêve parce qu'il se trouve, il n'y a pas de débat sur qui a gagné, il n'y a pas de machin et tout. Donc on était tous un peu dubitatifs à se dire comment Loma va revenir, parce que maintenant la route peut être longue, même si les titres ont été unifiés entre-temps, maintenant c'est long de revenir. Et en fait son combat contre Haney, qui a soulevé grand nombre de débats sur est-ce qu'il y avait un vol, est-ce qu'il n'y avait pas un vol. Je l'ai revu juste avant là, pour justement le revoir à froid, etc. Pour moi, c'est pas un vol. Un draw aurait pas été scandaleux. La victoire de Lomachenko aurait pas été scandaleuse et la victoire de Haney est pas scandaleuse pour moi. Après, la boxe c'est compliqué sur le scoring. Pour moi, il n'y a pas scandale. Donc, est-ce qu'on revoit le même Lomachenko malgré qu'il ait pris encore un an? Est-ce qu'on revoit le même Lomachenko contre Kambosos? Sachant que les ceintures ont été éparpillées. Vu que Haney est monté de catégorie, il a laissé les ceintures vacantes. Donc, Loma a beaucoup de travail pour aller rechercher toutes les ceintures une par une. Est-ce que sur cette ceinture IBF-là, est-ce que Loma va avoir la motive en se disant il me reste 2-3 ans pour unifier les titres si c'est le même Lomachenko que contre Haney, pour moi, il n'y a pas de débat. Le combat va être presque facile, sans manquer de respect à Kambosos. Si c'est le même Lomachenko, il était exceptionnel contre Haney. S'il arrive comme ça, Kambosos n'a pas les armes qu'il faut. Donc c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est l'état de forme de Lomachenko, même si on sait qu'il s'entraîne très dur, enfin je veux dire avec son père qui est un entraîneur extraordinaire. Est-ce qu'il va arriver avec la même motivation, la même envie que ce qu'il avait quand il a perdu contre Teofimo, quoi. À voir. C'est ça, c'est un peu une question de motivation parce que son rêve lui a échappé de peu et au final pour l'atteindre, c'est pas un combat, c'est pas 2 combats, c'est une multitude de combats jusqu'à pouvoir l'atteindre et donc il doit avoir une vision à long terme alors qu'il a déjà 36 ans. Parlons un peu de Georges Kambosos. Donc lui aussi, il a pas un palmarès ultra développé, 23 combats professionnels, 21 victoires, 2 défaites. Les 2 défaites contre la même personne, Devin Haney, dont on vient de parler. J'ai passé à toi, Kabir. Est-ce que tu peux me décrire le style, les forces et les faiblesses de Georges Kambosos?
Oui, Georges Kambosos, justement, comme le disait Dylan, c'est un combattant qui est de très haut niveau. Il a pas eu sa ceinture gratuitement. Il a travaillé durement pour l'avoir, mais c'est pas non plus le top niveau des poids légers, sachant qu'on est dans une génération où on le voit avec tous les jeunes talents qu'il y a. Les poids légers, c'est vraiment que des tueurs. Et donc, en termes de force, c'est surtout sa capacité à mettre la pression. On l'a vu. On parle souvent de ces deux défaites contre David Haney, mais il a aussi une victoire contre Teofimo Lopez, qui lui-même a battu Lomachenko. Donc, tu en parlais bien, tu en parlais justement, Dylan, le fait que Lomachenko, il n'a pas su démarrer assez rapidement sur ce combat. Bah, c'est tout l'inverse pour Kambosos. Lui, dès le premier round, il a réussi à mettre au sol Teofimo Lopez avec une très jolie combinaison, Ouais. un travail de jab. Il a un bon travail justement basé sur les contres et basé sur des combinaisons assez simples, mais très efficaces. Double jab, jab crochet sur le même bras. C'est ce qui lui permet souvent de dominer les échanges, de mettre la pression et aussi chercher le contre en attirant et en essayant de développer des patterns chez son adversaire. Donc ça, c'est deux grosses forces qu'il a. Mais après, en termes de faiblesse, c'est aussi ce désavantage qu'il a avec ce travail de bras avant. Il a la tendance à avoir la main un peu basse en termes de posture, le corps et le buste un peu en avant. Et ça l'expose aux frappes linéaires. Et justement, ces deux défaites contre Devin Haney, elles ont surtout été causées notamment par les grosses lacunes qu'il a eues sur les défenses de jab. Devin Haney, il a énormément touché avec son jab dans les deux combats. Il a Il a martyrisé. réussi Il à, a ouais, il martyrisé. a réussi à faire mouche sur toutes les reprises du Ouais. début à la fin. Et justement, on sait que Lomachenko, c'est un combattant qui est ultra à l'aise pour la boxe en ligne. Il est capable de bien gérer. On rappelle, on est sur une opposition droitier-gaucher, donc ça va être encore plus compliqué sur le travail de contrôle du bras avant, travail du jab. Et Lomachenko, c'est du pain béni pour lui. Bon, sans rentrer justement sur Lomachenko, et on se focus un peu sur Kambosos. Ça peut être ça l'une de ses failles. Mais on rappelle aussi hein, que Kambosos, il a quand même 30 ans, il est beaucoup plus jeune. Certainement en termes d'essence et en termes Il est plus de chambre, physique, il ouais. en a beaucoup plus Ouais, il est plus physique. que Loma. Mm. Donc ça peut être aussi ça l'une de ses armes, la pression, le cardio, le fait d'imposer un gros rythme dès le début. Là où on sait où Loma il prend du temps à démarrer et là où on sait également que le style de Loma il est très énergivore et justement la petite inconnue que Dylan soulevait par rapport à son état de forme, que ce soit physique mais aussi psychologique, mental, ça peut être une des failles qu'il pourrait exploiter. Ouais, donc prendre les premiers rounds, ça sera très important pour Totalement. Kambosos et, enfin pas espérer, mais essayer de faire en sorte que Lomachenko n'arrive jamais à rentrer dans le combat et prendre plus que les 7 derniers, quoi. Bah, en fait, Exactement. après Loma, il a complètement changé ça justement contre Heini en fait. Il y a eu ce truc contre Heini où je pense que le combat contre Théo lui apprend quand même qu'il s'est losé et qu'il faut qu'il arrête de partir aussi tard. Parce qu'il y a eu tout ce truc à une époque et on en parlait aussi avec Usyk, parce que Usyk c'est pareil, il démarre tard, donc c'est la même école, hein, c'est l'école ukrainienne. Ils ont partagé un entraîneur pendant longtemps, à savoir Anatoly, donc Papachenko, le père de Loma. Donc c'est un peu la même école et en fait il y avait tout ce truc, tout ce espèce d'imaginaire autour du fait qu'il téléchargeait les datas. Il y a tout ce truc que Loma pendant 3 rounds, 4 rounds il faisait rien parce qu'il analysait son adversaire à fond et il téléchargeait les datas. Bon, je sais pas si c'était vrai, si c'était pas vrai, mais toujours est-il qu'en fait il est devenu avec le combat contre Théo un peu une caricature de lui-même, Ouais. à jamais vraiment partir parce que Théo l'a pas laissé partir non plus, hein. Attention, on enlèverait un Teofimo Lopez qui est un immense combattant, mais en Oui. fait il y a eu le mélange des deux, c'est-à-dire que Théo a fait un combat de ouf et en même temps Loma c'est vraiment enfin mauvaise strat et il est retombé dans ses travers. C'est contre Heini, il arrive un peu enfin il arrive plus fort contre Heini, il commence fort et en fait ça a surpris justement Heini et Mm. Loma prend les premiers rounds, ce qui est très inhabituel chez lui. Donc est-ce qu'il y a eu un réajustement qui vont continuer sur Kambosos, parce que Kambosos, comme le disait Kabir, il est plus physique, il va doubler les bras avant, etc. Il va t'empêcher Ouais. de développer ton jeu. Donc Loma a intérêt, lui, pour le coup, à pas se laisser dépasser pendant les 3, 4, 5 premiers rounds et juste perdre des points bêtement, en fait. Et même sur la longueur d'ailleurs, parce que c'est vrai que Kambosos, c'est un combattant qui est capable de mettre la pression, mais du premier gong au dernier, quoi. Ouais, Donc ouais, il a un cardio c'est de aussi fou. ça une grosse difficulté à laquelle Vassili devra faire face. C'est aussi la constance et la pression constante qui va imposer, je pense, Kambosos Mm. face à lui. Et parce que je pense pas, enfin, on définit souvent Kambosos comme un contreur. Il aura certainement des opportunités face à Vassili parce qu'il met aussi beaucoup de volume. Mais en termes lecture de combat, on va dire fight IQ, même si c'est un terme un peu galvaudé, mais c'est le cas en fait en termes de fight IQ. Je pense que Lomachenko il est bien au-dessus Ah de ouais, par son ouais. expérience en amateur, mais aussi de par aussi ses années d'entraînement et son style qu'il a su affûter au fil des combats. Ouais, son Ouais, talent parce que technique, c'est un truc de fou. tu,
Tout à l'heure, Kabir, tu parlais de Kambosos qui était très fort pour contrer après avoir lu les patterns de son adversaire. J'ai Ouais. l'impression que Lomachenko, il a très peu de patterns. En tout cas, il a des patterns, mais qui sont difficiles à lire. Il varie beaucoup son jeu. Exactement. Ouais, si on peut rebondir justement sur ses armes et ses patterns, justement, où tout le style de Lomachenko, il se base beaucoup sur des feintes, sur une manipulation de garde, la manipulation des mains, un mouvement de tête constant qui fait que c'est une cible très difficile à toucher, des pivots, notamment sur sa jambe avant, qui fait que Ouais, il c'est un des arrive meilleurs. en, C'est un des en meilleurs tant sur que les pivots. gaucher, il Ouais, arrive à être super à l'aise. c'est un truc de Tu vois, fou. il y avait aussi, quand on regarde un peu ses vidéos dans des combats, quand il est en grande domination, il a tendance à mimer un peu le matador Ouais, parce ça, qu'il est Matador. capable justement Hmm. grâce à ses mouvements à la fois de tête, à son jeu de feinte, à son jeu de jambes, il arrive à contrôler un peu son adversaire et l'amener un peu où il veut, dégager des angles et pouvoir frapper en ligne derrière avec des très beaux comptes. Et c'est vrai qu'on en parle peu parce que c'est vrai qu'il a mis que un KO sur ses 4-5 derniers Ouais, combats, ouais, ouais. mais il a quand même un sacré punch. Il a beaucoup de puissance. Bon, je vais pas me mouiller à dire qu'il pourra mettre KO Kambosos, mais il pourra faire des dégâts, ça c'est sûr. Ah bah, je pense qu'il a plus de foudre dans les mains que Heini. Pareil, encore une fois, sans manquer de respect à Heini, qui est pour moi un des meilleurs aussi de la KT, et qui a pas volé ses titres. Mais effectivement, Heini a pas réussi à mettre Kambosos KO, mais il l'a vraiment martyrisé pendant 24 rounds. Hein. Enfin, Ouais, il a gonflé, hein. c'est le visage à chaque fois de Kambosos quand il sort des combats avec Heini, et notamment le deuxième, il s'est fait Ah ouais. martyriser. Et Loma est peut-être plus facile, enfin plus au moins aussi difficile à toucher, pardon, que Heini. Oui. Il a une défense aussi incroyable, hein, y a pas, voilà, et la manipulation de garde, ce que disait Kabir et tout, en fait il est emmerdant, Ouais. Loma. Il te laisse pas développer ton jeu, il t'emmerde en fait. C'est pas Et plus ça, peu compliqué que ça. importe la distance, tu vois, il y a un C'est petit ça. trick que justement, tu sais, beaucoup de gauchers même, tu le vois un peu partout maintenant, qui font que Loma a beaucoup fait, c'est utiliser son bras, par exemple, son bras avant pour attraper en diagonale le bras arrière, Ouais. faire tomber la garde de son adversaire et frapper Et avec lance, l'autre bras. ouais, passer En une fait, il droite, fait tomber une ta gauche. garde et il cogne avec l'autre. Et ça, il le fait d'un côté, puis de l'autre, et puis c'est un enfer. Et ça, en fait, ça fait que tu peux même pas avoir une garde passive. Tu es obligé d'être en mouvement. Mais si tu es en mouvement, lui, il va prédire ton mouvement, se déplacer, contrer avec, enfin frapper en ligne derrière avec. C'est un peu une galère à combattre, hein, Ouais, puis sur gaucher, la ce que partie. tu disais, enfin pour Kambosos, c'est un peu un combat cauchemar quand même, hein. Sur le papier. Après, voilà, on n'enlève pas Kambosos, ancien champion du monde, il a battu Théo, enfin voilà, hein, mais son dernier combat à Kambosos, en plus, c'est pas incroyable, hein, contre Max Liu. Ouais. Bah, c'est ça qui est dingue, c'est que des deux côtés, il y a eu le débat. Enfin, le combat de Kambosos, on dit que c'était peut-être, enfin, qu'il a volé. Le dernier combat de Loma, on dit qu'il s'est fait Ouais, voler. Donc ils arrivent pas là, sur la même justement, c'est forme. marrant parce Mhm. qu'en termes de marketing, on voit un peu ce fight-là comme une rédemption pour les deux. Ouais. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a des gros enjeux, parce qu'on sait que Loma, bon, il est plus sur la fin que sur le début. Là, à l'heure où on enregistre aujourd'hui, on a eu une news de Bob Arum qui expliquait qu'il voulait, en cas de victoire de Lomachenko, un combat contre Shakur Stevenson, du coup, pour Une unification, ouais. l'unification du titre WBC IBF des Mm. poids légers en fin d'année. Donc il y a de très belles perspectives pour Loma s'il gagne le fight. Mais derrière, on a aussi un Kambosos qui est chez lui, qui est plus jeune, qui a plus d'essence, qui est capable de mettre la pression. Donc c'est un combat piège pour Loma, mais ça peut être aussi un bon moyen de justement de chercher cette fameuse rédemption dont on parle. Ah, de toute façon, le rêve qu'il a d'unifier les titres, il va affronter que des gars qui sont compliqués. Donc, Ah, pas il le n'y a choix. que des bourbiers, hein. Même Ah, si Aini il est monté, là, il reste que des bourbiers dans la bah, catégorie. Les et puis poids légers, on c'est sait pas vraiment. qui en fait, parce qu'il y a encore, il y a qu'une ceinture pour l'instant qui est détenue, hein, c'est Shakur qui a la Ouais, c'est celle WBC. de Shakur. Mais après l'IBF, bon bah elle est vacante, elle va être remise en jeu là ce week-end. Mais après WBO, WBA, on sait pas, hein. Donc il y a des histoires avec Gervonta. Enfin il y a plein de trucs parce que Gervonta il a une ceinture WBA régulière, mais enfin bon bref, ça on en parlera un jour des fédérations de boxe. Mais il y a tout un truc à faire. Il y a enfin effectivement autour des poids légers, pas forcément la KT des poids légers. Ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a dans 2-3 catégories tout autour là. Il y a quand même des combattants superstars en devenir ou déjà superstars. Il y a vraiment des combats de fous à faire. Loma, il a de quoi prendre un petit billet aussi parce que bon, c'est important en boxe. Ça fait partie intégrante du sport et ça va définir pas mal de trucs sur les combats d'unification à venir justement, notamment avec l'Arabie Saoudite qui va potentiellement mettre des billets justement pour faire un peu revivre cette KT là. Après s'être attaqué au lourd, au mi-lourd et au lourd léger. Les poids légers, il y a vraiment de quoi faire. Et Loma, enfin, s'ils vont vite, en fait, c'est ça. Loma, sa seule chance, c'est que tout aille vite. Et Ouais. effectivement, Bob Arum a dit justement qu'ils allaient accélérer.
en disant dès la fin d'année, si Shakur gagne le 6 juillet, bon pareil, on n'a pas trop de doutes contre Artem. On n'a pas trop de doutes. Si tout va bien dans le meilleur des mondes, après c'est de la boxe, hein, on peut toujours être surpris, mais normalement un petit Shakur Loma en fin d'année serait pas surprenant, serait pas délirant non plus. Et après, là, il y a 2 ceintures, il n'y en a plus que 2 à aller chercher, donc en fait ça se fait en un an, mais c'est tellement rare dans la boxe que ça aille aussi vite qu'à 36 ans, t'as pas le temps. Ouais, mais par contre, l'ère de la boxe est en train de changer, comme tu l'as dit, avec l'Arabie Saoudite. Donc, il peut y avoir un espoir du côté de Lomachenko que tout se passe dans les 12-18 mois à venir. Ouais. Si tout se passe bien pour lui, évidemment. C'est ça. Si, oui, voilà, exactement. Là, je pense qu'on a une vision assez claire des 2 adversaires. Donc, je propose qu'on parle un peu de la dynamique du combat. Vous en avez déjà un peu touché, mais là, j'aimerais qu'on aille un peu plus dans le détail. Donc, il y a un avantage de 5 cm en taille et de 8 cm en allonge pour George Kambosos. Kabir, quelles sont les clés de victoire et ce à quoi il doit être très attentif, George Kambosos? Clairement, les clés de la victoire, ça va être sur une grosse opposition physique entre les deux dans un premier temps. Savoir que voilà, comme même si c'est un combattant qui est contreur, là, ce qui va plus jouer en sa faveur, ça va être son travail de pression et le même travail qu'il a pu faire face à Teofimo Lopez. C'est un travail de combinaison sur de long terme, beaucoup de coups, beaucoup de frappes, avec un travail notamment sur le contrôle du ring et à très courte distance contre les cordes, contre le coin. Après, voilà, encore une fois, j'imagine difficilement Lomachenko rester contre le coin et se faire déborder. Mais voilà, ça peut être une de ses clés de victoire. Mais il est capable de pouvoir créer de vrais pièges dans ces situations-là, à mi-distance, courte distance, s'il arrive à coincer Loma sur le début du combat notamment. On rappelle qu'il est capable de cueillir très très tôt. Justement, combat référence contre Lopez, c'était un down dès la première reprise. Donc ça lui a permis derrière de pouvoir bien entamer le combat et pouvoir aussi entamer psychologiquement son adversaire. Donc ça peut être un des avantages qu'il aura sur ce fight. Ok, et donc du coup, du côté de Vasyl Lomachenko, un des gros ajustements à faire par rapport à son jeu habituel, c'est de commencer fort. C'est ça, totalement. Après, le truc, c'est qu'on n'est plus sur... on n'est certainement plus sur le Loma d'il y a quelques années, le Loma un peu prime qui s'amusait avec ses adversaires. Donc, tu vois, le fait de démarrer lentement, c'est quelque chose qu'il a su corriger. On verra s'il arrivera à continuer à rectifier le tir sur ce combat-là. Mais il va falloir qu'il rapidement impose et exploite les patterns de son adversaire. Je parlais en début d'émission de cette tendance à mettre sa tête un peu vers l'avant, son bras avant, un peu bas. En gros, le fait que Kambosos puisse s'exposer à des frappes en ligne, à des désaxages de son adversaire, ça peut être une grosse clé pour Lomachenko pour pouvoir le piquer dès le début du combat et sur toute la longueur du combat. Ça va être vraiment la définition de la boxe, c'est-à-dire le toucher sans être touché. Je crois qu'il y a vraiment, ça va vraiment être ça. C'est Loma, tout son combat, c'est je touche, sans forcément faire très mal ni rien. Hein. Je rentre, je ressors, je rentre, je ressors. Et honnêtement, c'est un de ceux qui le fait le mieux. Loma, d'arriver à choper un angle improbable alors qu'il est au corps à corps et à se retrouver à la bonne distance en prenant son pied de pivot, comme disait Kabir tout à l'heure. Enfin, Loma a tout ce qu'il faut. En fait, Loma a toutes les armes techniques pour battre Kambosos. Enfin, si Kambosos, le combat référence de sa carrière, effectivement, c'est contre Teofimo Lopez. C'est le plus gros adversaire qu'il ait battu et c'est son plus beau combat, je pense, à Kambosos. Maintenant, on l'a pas revu depuis ce Kambosos-là parce qu'il a fait 2 fois contre Heini. Donc ça a été très compliqué. Même, je pense après, comme disent nos amis outre-Atlantique, Styles makes fight. Donc, ouais, bien sûr, c'est ça le truc. Heini, c'était la kryptonite absolue pour Kambosos, ça on le sait. Et même son combat contre Maxiou, alors que c'est un combat, il n'y a pas de ceinture en jeu, mais c'est un combat qui remet dans la. Enfin, si, il y a la ceinture IBO, mais bon, il n'y a pas de c'est ceinture la IBO qui était en jeu, mais bon, c'était un combat normalement qui était censé être facile en fait. Voilà, c'est un combat qui est censé être facile. À la base, c'était censé être un combat facile et il a fait n'importe quoi. Il a galéré, il a pas fait le taf quoi. Il a pas fait un bon combat. Je sais pas si c'est un défaut de prep, il y avait un autre souci dans son camp ou quoi. Mais il a pas fait un combat. Enfin, oui, ça aurait dû être un combat facile. C'était un combat pour le relancer. De toute façon, c'était un combat pour le mettre justement. Alors avec la ceinture IBO, même si c'est pas une des 4 ceintures majeures, mais pour le mettre en direction, on va dire, de justement cette ceinture IBF vacante. Et effectivement, le plan a pas loin de se péter la gueule quand même, parce que la décision, effectivement, litigieuse ou pas, je sais pas, mais ça aurait pas été un scandale que Maxiou gagne ce combat. Donc bon, Kambosos n'arrive pas non plus avec le meilleur passif, alors que effectivement Lomachenko, son dernier combat, c'est Heini, et il a beau le perdre sur le papier à la décision, il fait un combat incroyable. Donc c'est un très beau combat. Hein. Donc bon,
il arrive peut-être avec un peu plus de certitude quand même, Loma. Voilà. Et justement, est-ce que la contre-performance dans ce dernier combat contre Maxi Hughes ne vient pas du fait que Maxi Hughes est southpaw et que Kambosos est moins à l'aise en garde ouverte? Ah si, ça, je pense que ça va jouer aussi, hein. Je pense que ça va être un autre élément ultra important. Surtout que, alors c'est toujours compliqué de combattre un gaucher, mais là en plus on parle de Lomachenko. Donc tu parles d'un gaucher qui est quand même, encore une fois, sans manquer de respect à Maxi Hu, hein, mais on est quand même, on n'est pas dans la même stratosphère de qualité technique. Même en termes d'expérience. Même en termes d'expérience, voilà. On rappelait le palmarès. C'est vrai que le palmarès pro, il est pas, il a Oui, il pas est pas 50 extensif, combats mais en pro, mais il a quand même 400 combats au total quand tu cumules amateur et pro. Et donc, il en a vu passer des droitiers, il en a vu passer des combattants, en fait, Loma. ouais, puis même En termes sa carrière d'expérience, c'est pro, vrai. il a quasiment que des combats pour le titre en fait. C'est-à-dire, Ouais, il c'est ça, combat pour le très titre à partir rapidement. de son 3e combat. Donc en Très fait, il a rapidement. que des combats pour le titre, le mec. Donc en fait, c'est même pas, il y a même pas de débat sur l'expérience dans les grands rendez-vous. Tu vois, le mec, il a connu que des grands rendez-vous à 80% de sa carrière en fait, que ce soit pro ou amateur. Il a Ouais. connu que des grands rendez-vous. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que bon, c'est pas pareil. Surtout que la boxe amateur, c'est 2 sports différents, la boxe professionnelle et Oui, la oui. boxe amateur, ça c'est clair. Mais ce que demande la boxe amateur, ce que ça demande en termes d'investissement, en termes de technique, en termes de etc., c'est vraiment pas à jeter. Moi, pour avoir discuté de ça avec Sofiane Oumia, donc qui sera notre représentant de la catégorie des légers au JO et qui est vice-champion olympique et triple champion du monde amateur, donc c'est un monstre absolu en boxe amateur. Et là, il a démarré sa carrière pro. Il m'a dit, honnêtement, la boxe amateur, pour moi, c'est plus dur que la boxe pro d'un point de vue purement technique, etc. Et je pense que être à une école où tu fais autant de combats amateurs et tout, ça veut pas dire que tu vas forcément réussir ta transition en pro, mais ça veut dire que par contre, niveau technique, etc., c'était un niveau de perfection qui Ouais, un est sacré extrême, bagage, quoi. mine de Ouais, rien. voilà. Ouais, je Ouais, suis d'accord. évidemment. Le niveau amateur à très haut niveau est une excellente préparation pour le niveau professionnel. Et donc, il faut toujours prendre des pincettes quand on analyse les palmarès et qu'on les isole. Oui, Voilà, c'est ça. Lomachenko, si tu dis que dès son 4e combat professionnel, il était face à du très haut niveau, bah, ça vaut peut-être plus que quelqu'un qui a 45 combats, mais qui a commencé à prendre des vrais challenges sur les 10 derniers. Ouais, Ouais, c'est exactement exactement. ça. Comme les Mexicains font, par exemple, hein. Encore une fois, j'adore la boxe mexicaine et on va pas leur manquer de respect, mais t'as beaucoup de Mexicains qui arrivent, ils ont 24 ans et ils ont 50 combats. Enfin, Jamie Munguia, c'était un peu ça, hein. Il est arrivé, il avait un palmarès de fou. Après, si tu regardes son palmarès, il y avait pas non plus. Enfin, c'est arrivé très tard les combats de haut À niveau enjeu, quoi. international. Voilà, t'as beaucoup. Mais c'est normal, hein, il y a des scènes qui se créent comme ça. En fait, t'as des scènes où il n'y a pas de boxe amateur. Il y a quasiment pas de boxe amateur et on est tout dans la boxe professionnelle. Et t'as des scènes, c'est l'inverse. Et en fait, le bloc soviétique à l'époque, t'avais pas le droit de faire de la boxe pro. Donc en fait, c'est très récent, hein, c'est les années 90 où ils ont commencé à avoir le droit de faire de la boxe pro dans l'Est. Et donc, quand le bloc soviétique a explosé, il n'y a pas eu non plus de la boxe pro direct, tout ça. Les vrais premiers qui ont démocratisé la boxe pro dans les pays de l'Est, c'est les frères Klitschko, tu vois, où il y a eu Ouais. vraiment cet événement mondial et qui ont montré que l'école ukrainienne et l'école soviétique, hein, parce qu'ils sont soviétiques, eux, fonctionnaient à l'échelle des pros. Mais du coup, c'est pour ça que tu as des mecs comme Usyk, comme Lomachenko, etc., qui sont champions du monde, qui sont unifiés, voire undisputed dans leur catégorie, tout ça, et qui ont 15 combats, tu vois. C'est parce qu'en même temps, quand ils arrivent, ils ont tellement de combats amateurs et ils ont un pédigré tellement incroyable en amateur que tu es obligé de les faire combattre très vite comme contre des monstres en pro, Oui. parce qu'ils vont pas, ils ont pas besoin déjà, ils ont pas besoin d'étoffer plus leur résumé que ça pour se faire connaître. Et surtout, il y a mismatch dès le début, en fait. Ouais, c'est Donc, ça. Ce serait injuste de mettre un Ukrainien qui a une centaine de combats amateurs avant de passer pro dans ses débuts professionnels face à un Mexicain qui, lui, fait littéralement son oui, premier combat de boxe en professionnel. c'est Ah, exactement ça. totalement. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas, ouais, ce serait totalement injuste. Bon, ben, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a encore des éléments stratégiques que vous voulez aborder avant qu'on passe à l'heure de se mouiller, au pronostic? Non, non, c'est bon, je crois. Non, de mon côté, c'est OK, ouais. Surtout, voilà, faire gaffe. Enfin, côté Lomachenko, ça va être faire gaffe justement à ce travail, le contrôle du bras avant, puisqu'on est sur justement cette opposition droitier-gaucher. Lomachenko est habitué à ce genre de match-up. Mais il a tendance justement à beaucoup manipuler le bras de son adversaire, le bras avant de son adversaire, a également beaucoup usé du jeu d'un gros mouvement de tête. Là, ça va être un peu différent parce qu'on a un Kambosos qui n'a pas forcément la main, qui va pas forcément chercher le clash des mains. Je sais pas si quand on regarde souvent Ouais, des combats en Il y aura anglaise, pas le hand d'ailleurs fighting. même en MMA, hein. Ouais, même en MMA Ouais, c'est d'ailleurs, on ça, le ouais. voit par exemple dans plein d'autres disciplines.
un gaucher contre un droitier, il y aura pendant parfois, on peut avoir 30-40 Ça va être secondes des long, deux ouais. qui essayent d'avoir la main au-dessus de l'autre, de Mm. contrôler justement le fameux pied à l'extérieur pour avoir un avantage en termes d'angle. Je pense pas que Kambosos il va rentrer dans ce game-là. Il va plutôt justement essayer de lui mettre la pression, donner du volume et essayer de remiser derrière avec son jab, ses combinaisons fétiches. On en parlait, le jab crochet, le double jab, et mettre beaucoup de pression sur Loma. Bah, faut pas qu'il Bah, boxe, en fait, Kambosos. C'est pas compliqué. Hein. La strat, c'est faut qu'il fasse la bagarre Ouais. propre, mais il faut qu'il fasse la bagarre. Hein. Il faut qu'il impose son physique, etc. Mais il peut pas boxer hein, contre Loma. Ouais. Ça fait partie de ces mecs contre qui tu peux pas boxer. Le seul, justement, je pense, de la KT qui pouvait boxer contre lui, c'est Aini. Et Inu. Ça y est, le combat est fait. Et on a vu effectivement que ça avait été un combat extraordinaire en termes d'intensité et tout. Mais il n'y a aucun monde où Kambosos doit aller boxer contre Loma. Il doit lui faire mal et tout. Et Kabir évoquait la bataille du pied avant. Je pense que ça aussi, ça va être un truc assez incroyable à voir. Parce que Lomachenko, il est magnifique hein, en termes de bataille du pied avant. Il arrive toujours à prendre le bon angle au bon moment. Je pense que ça va être, il arrive à mettre le pied à l'extérieur, à l'intérieur, comme il veut, quand il veut. Enfin, C'est ça le truc. c'est ce qu'il veut, en C'est-à-dire fait. qu'en général, on nous apprend de dire bon, bah, si t'es gaucher, moi je boxe gaucher par exemple, mais si t'es gaucher, faut toujours, enfin, on t'apprend basiquement à avoir le pied à l'extérieur pour pouvoir avoir un angle dominant, C'est ça. notamment sur le bras arrière. Mais t'as des Ouais, c'est combattants, ça. on en parlera certainement quand on parlera de Usyk et de Fury, mais t'as des combattants qui, même quand ils sont dans des angles qui sont sur le papier pas du tout avantageux, ils arrivent à te sortir Ouais, grâce c'est à des clair. mouvements de tête, grâce à des positionnements, ils arrivent à sortir des coups et des Bah, Loma, il en combinaisons fait qui sont, partie, hein, qui pour sont le coup. phénoménales. Exactement. Et Loma, c'est typiquement ça. Mm. C'est-à-dire qu'il a même pas forcément besoin de faire énormément de boulot sur le positionnement du pied parce que le positionnement de la tête, le travail qu'il va faire avec ses feintes pour justement orienter et créer justement, enfin, identifier le pattern de défense de son adversaire pour remiser derrière. En général, il n'a pas forcément besoin de beaucoup de Ça, fioritures c'est sur le parfait, plan ouais. du pied. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, bah, c'est vrai que dans les sports de combat, que ce soit en boxe ou en MMA, on dit toujours qu'il y a des niveaux au striking. Par exemple, Ouais. en MMA, on dit qu'il y a des niveaux au striking. Et ça, le premier niveau en garde ouverte, c'est mettre ton pied avant sur l'extérieur du pied avant de ton adversaire. Comme ça, tu peux Mm. balancer ton bras arrière, ton épaule arrière et aligner avec ta cible. Mais les niveaux supérieurs, c'est bah, tu peux laisser ton adversaire prendre cet angle extérieur. Tant que toi, tu l'anticipes, tu peux placer un jab à ce moment-là parce que tu as un bon angle. Tu Mm. peux esquiver, créer la position T, contrer avec le bras arrière. Donc, Totalement. voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu et donc c'est intéressant parce que là on est vraiment à un niveau avancé, on est sur la crème de la crème mondiale, donc ça va être intéressant de justement observer ce qu'ils en font de ce pied avant. Ils vont peut-être pas toujours chercher l'angle dominant, ils vont peut-être justement Oui, c'est travailler sûr. avec le pied à l'intérieur pour pouvoir surprendre l'adversaire. Donc ça va être Totalement. un élément très intéressant et un détail très intéressant à suivre sur ce combat. Ok, bah, il est l'heure de se mouiller. Commençons par toi, Dylan. Bah, Loma, je dirais Loma au point. Assez large. Assez large. Après, je veux pas te donner mais un bon 8-4, tu vois. Ouais. Enfin, 8-4, non, en plus. Ouais, si, 8-4, allez. Ouais, allez, soyons fous. Petit 8-4. Ouais, Ok. c'est une domination nette, claire, sans être non plus surdominante, quoi. Ouais, parce qu'il va lâcher quand même 2-3 rounds. On connaît Loma, quoi. Mais bon, je vois pas trop de problème pour lui. Je vais rentrer un peu dans le détail. Un round à 18, est-ce qu'il y aurait des knockdowns, tu en vois potentiel d'un côté ou de l'autre? Il est solide, hein, Kambosos. Hein. Honnêtement, il est Ouais. solide. Hein. Enfin, son surnom, c'est Féroce. Et je pense que, bon, c'est pas juste du marketing. Il est vraiment solide physiquement, quand même. Non, je le vois pas. Je vois pas un knockdown non plus. Après, sur un compte magnifique de Loma, pourquoi pas, mais je vois pas Loma s'exposer non plus. Le combat a trop d'importance et si Loma juste boxe sans prendre de risques et marque des points, le combat est assez facile entre guillemets sur le papier pour lui. Donc je vois pas pourquoi il irait se mouiller, prendre un risque en vraiment en s'engageant sur sa gauche ou quoi. Après, voilà, un crochet du bras avant sur un contre ou quoi, on n'est jamais à l'abri. Mais honnêtement, je vois 8-4 en 19 quoi. Top. Kabir? Ouais, un avis un peu plus. Enfin, un combat qui sera un peu plus engagé quand même, pas une nette domination peut-être de Loma, surtout sur le début du fight, même si on sait qu'il a eu de beaux ajustements, comme on se disait en début d'échange sur son dernier combat. Je pense que quand même il va mettre pas mal la pression Kambosos sur le début et qui va du coup qui va du coup laisser quelques rounds à Lomachenko va laisser quelques rounds à Kambosos, mais que il réussira à ajuster, à imposer son style très rapidement et dominer derrière. Pareil, hein, je vois pas, même si Loma, comme je le disais, on a tendance à l'oublier, il a pas mal de punch, il en a endormi pas mal de ses adversaires, Oui, mais bien je le sûr. vois pas non plus éteindre Kambosos, sauf justement contre opportuniste, sur un contre-opportuniste, ce qu'il est capable de faire.
Mais je vois aussi une bonne domination de Loma, mais pas aussi nette, pas un 8-4, mais peut-être un combat un peu plus équilibré. Ça fait 7-5 du coup, parce que sinon c'est Ouais, 6-6 et c'est égalité. ouais. Ouais, c'est 7-5, ouais, peut-être. Effectivement. Ok. Et sur Fine Minds, nous on aime bien avoir des pronos nuancés aussi. Donc là, le prono il est noir ou blanc. On dit Loma ou Kambosos. Est-ce que Ouais, ouais. en termes de pourcentage de chance de victoire, donc vous donnez évidemment plus que 50% à Lomachenko, Oui. est-ce que on se situe sur un 60-40 ou on est plus sur un 70-30, 60... 70-30, moi perso. Ouais, pour ma part 70-30 aussi quand même, parce que Kambosos, enfin, en fait, enfin, comment dire, j'ai l'impression que les clés de la victoire pour Kambosos, c'est la potentielle faiblesse de Loma sur le plan physique, Bah, sur c'est le ça. plan psychologique. C'est-à-dire qu'en soi, sur l'aspect stylistique, sur l'aspect vraiment technique, il a, il y a pas vraiment match. Hmm. Donc en fait, en gros, c'est Kambosos peut gagner que si Loma, en gros, Le laisse gagner. le laisse gagner, quoi. Ouais, Tu ouais. vois. Donc, c'est pour ça que je vois quand même plus quand Loma gagner, parce qu'il a quand même fait une bonne prépa et son dernier combat était beaucoup plus convaincant que le dernier combat de Kambosos. Et enfin, je me Ouais, la mouille, dynamique, mais c'est Loma. Hein. La dynamique, ouais, c'est clairement en faveur de je me Loma. mouille, mais Lomachenko, c'est quand même pas le même type de boxeur que Kambosos. Avec tout le respect que j'ai pour Non, le non, non. combattant qui a été champion et qui a fait de très beaux combats, Lomachenko, c'est quand même Oui. une autre galaxie, bien que c'est plus le Lomachenko Prime qu'on a connu il y a quelques années, évidemment. Hmm. Hmm. Très bien, on a fait le tour du main event, donc maintenant on va un peu se concentrer sur le reste de la carte. On va pas parler de tous les combats, mais la question que je vais simplement vous poser, c'est y a-t-il des combats et ou des boxeurs qui vous intéressent, sur lesquels vous avez un regard, que vous voyez comme des futurs prospects, des futurs grands noms, ou simplement voilà, des boxeurs fun à regarder qui n'ont pas spécialement d'aspiration pour des ceintures, mais qu'on kiffe toujours quand ils montent sur un ring. Je vois qu'il y a des Alors, réponses. Je sais pas qui passait la balle en premier. C'est quoi? Ouais, Dylan a une réaction un peu plus marquée que Kabir, donc je t'en ouais, prie. bah, Top Rank n'a pas mis la carte la plus extraordinaire du monde C'est ça. sur pied, hein, on C'est ça. va dire ça poliment. En fait, je crois aussi qu'on a eu un petit souci là dernièrement. On est devenu des enfants gâtés là dans la boxe. Ça a été vite. Hein. On a eu des cartes pas dingues, voire plus, mais on va rester poli, pendant quelques années, longtemps. Là, avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite, on avait commencé à s'habituer aux belles cartes en fait, hein, avec vraiment des beaux combats à tous les étages, tu vois, Ouais, de bout en bout, quoi. de A à Z. Et là, tu as une carte Top Rank qui repop alors en Australie. Bon, ça complique peut-être un peu les choses aussi. Bon, la carte est vraiment pas dingue. Ils ont voulu mettre pas mal de boxeurs locaux, donc c'est tout à leur honneur Ouais, pour c'est le ça. coup. Bravo à eux dans la démarche. Mais c'est vrai que par contre, en tant que spectateur, ça fait partie de ces cartes où je pense je vais commencer. Enfin, j'aime pas ça en plus, mais moi je vais commencer à me brancher au co-main, tu vois. Ouais, pareil. Et Et justement, c'était ça. Moi, voilà, le seul fight moi qui me branche en dehors du main pareil, event, c'était le co-main. pareil. Parce que ouais, comme pour reprendre Gillan, en fait, c'est une carte, c'est en Australie, beaucoup de combattants locaux. Et d'ailleurs, même le co-main, il y a eu une annulation. C'est-à-dire Ouais. que Pedro Guevara, qui combat du coup Andrew Monoli, Ouais. que beaucoup de gens connaissent parce qu'il a fait un très très beau combat, hein, contre Junto Oui. Nakatani, Oui. l'un des meilleurs combattants du monde, toutes catégories confondues, hein, on peut Oui, le dire. il est en train d'arriver dans le porte porn là, très fort. Ouais, Junto, ouais, ouais. non, mais là, c'est du sérieux. Je suis pressé de le voir combattre au passage, parenthèse. Mais Ouais. voilà, Andrew Moloney, qui est un sérieux challenger Oui, oui, oui. contre Australie, qui va jouer du coup le titre intérim WBC. Donc, ça, c'est un combat qui m'intéresse. Après, sur le reste, je t'avoue que j'ai l'impression que c'est une carte pas locale, mais presque, quoi. Enfin, Bah, il y a peu d'enjeux dans les combats, bien qu'il y ait une ceinture féminine qui soit aussi en jeu. Et ouais, mais ça peut pareil, être ce qui se une passe belle chez les femmes opposition. en ce moment, c'est compliqué parce que tu as vraiment une Ouais, surdomination dans 3 catégories de 3 nanas qui sont monstrueuses et après le reste, c'est un peu. Elles se partagent les miettes et c'est un peu horrible. Mais il y a Lucas oui. Brand qui combat, c'est vrai que j'avais oublié, qui ouvre la main card. Alors, bon, bah, c'est rigolo. C'est un combattant qui. Je sais pas comment décrire. C'est un poids lourd qui combat comme s'il était dans un bar un peu, donc c'est rigolo à regarder. Il a eu quelques noms intéressants à son palmarès, hein, mais bon, il a perdu les combats. Mais bon, combat un peu fun, tu vois, un peu divertissant C'est potentiellement. le subtop, c'est le gars qui va battre tout le monde qui est vraiment hors top et puis qui va tomber sur les gros noms de la division. Bah, alors, qui battait Ouais, tout le c'est monde à ça. l'époque, oui, avant de se faire choper pour dopage, du moins. Ah. Maintenant un peu moins. Comme Miller, comme tous ces mecs, ouais.
Ok. Mais du coup, on va mettre un peu de contexte, hein, parce que comme ça, les gens voient à quoi vont ressembler nos podcasts. On compte chaque fois faire une grosse analyse du combat principal, et puis on fera à la fin de chaque podcast une petite prévision de ce qu'il y a d'intéressant sur la carte. Bon là, ici forcément, il y a pas beaucoup à dire, mais je pense Oui, que sur l'événement d'après qu'on va analyser, que nous on va analyser juste après, mais qui sortira la semaine prochaine, il y aura peut-être beaucoup plus à dire sur la ah, tu pourrais deuxième faire un et podcast par dernière combat, je partie. pense. Ouais, ouais. Tu pourrais faire un podcast par combat. Là, c'est une belle carte Ah, il y pour a le coup. matière là. Ah Ouais, bah il y a de quoi c'est faire. une idée par contre, hein, parce que nous en MMA de temps en temps on se dit ok tu sais quoi ce combat-là on le prend en aparté, on fait une autre analyse complète et du coup ça nous arrive de faire plusieurs podcasts sur une même carte. Mm. Mais donc ici voilà ce sera libre. On verra. Bah, dites-nous en commentaire en fait, hein, ce que vous préférez comme format, si vous préférez des petits podcasts multipliés par carte ou un gros format avec le focus sur le combat principal et Ouais, puis puis même peut-être les gens ont des petites des touches à idées, gauche enfin à ont droite. plus de connaissances que nous sur la sous-carte, hein, parce que ils connaissent peut-être un boxeur en particulier qui nous on est passé à travers, ça arrive aussi. Mhm. Et peut-être que eux ils attendent vraiment de voir boxer tel ou tel boxeur. Ça aussi, faut pas hésiter à le dire en commentaire, parce que des fois il y a des prospects que tu connais pas forcément parce que c'est des cartes Oui. australiennes ou des cartes régionales et tout. Et en fait, les mecs sont monstrueux et ils sont incroyables à voir boxer. Là sur cette carte, je pense pas, mais enfin on peut être surpris. Donc pas hésiter à mettre des recommandations aussi, hein. Nous on prend, hein. Ouais, Ah, voilà, bien parfait. sûr. Ben, merci Dylan pour le taf d'engager la communauté Fight Minds. Justement, comme c'est le premier épisode, on attend évidemment des feedbacks constructifs pour qu'on puisse développer ce format au mieux. Pour moi, il est temps de vous remercier, Dylan, Kabir, un tout grand merci. Enfin, ça fait bizarre de vous dire merci alors que dans 3 minutes, on enregistre le suivant. Mais voilà, merci à vous et à très À vite. toi. À toi. Ciao les gars. Tchou. Ciao.